Le confinement. On s'est tous plus ou moins ennuyés, mais certains d'entre vous ont vécu des choses horribles. Disons qu'on a déjà tous entendu un bruit chez nous alors qu'on était seuls. Et si je te disais qu'il y avait probablement quelqu'un ou quelque chose chez toi à ce moment-là? Crois-moi, après cette vidéo, tu ne voudras plus jamais de ta vie rester seul dans une pièce plus de 2 secondes. On va donc assister à 3 vraies histoires d'horreur qui se sont déroulées pendant le dernier confinement. Laurie a 16 ans au moment du dernier confinement, elle est confinée avec ses parents chez elle dans sa maison tranquillement. Elle est fille unique et a un chien. Laurie vit plus ou moins bien son confinement, c'est vrai qu'elle s'ennuie pas mal donc elle passe énormément de temps sur les réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Et un jour, elle reçoit une demande d'ajout sur Instagram d'un certain Thibaut. Laurie regarde son profil puis accepte la demande puisqu'on va pas se mentir, elle trouve Thibaut extrêmement beau gosse. Thibaut commence donc à son tour à liker les photos de Laurie, Laurie commence à liker les photos de Thibaut. Voilà, on connaît ce petit jeu, chacun like les photos de l'autre, puis la suite logique de tout ça va prendre place, puisque Thibaut va envoyer un message privé à Laurie. Ils apprennent donc à faire connaissance, ils s'entendent super bien, tout va bien, ils parlent de tout, de rien, voilà une conversation plutôt banale. Seulement Thibaut reste assez vague lorsque Laurie lui pose des questions plus ou moins personnelles, c'est-à-dire qu'il ne dit pas clairement où il vit, il dit qu'il travaille à l'étranger mais qu'en ce moment il se trouve à Paris, Laurie lui dit qu'elle vit en banlieue parisienne, bref, ils échangent entre eux et font connaissance. Au fur et à mesure des jours, Laurie et Thibaut créent une vraie relation et s'entendent de mieux en mieux. À tel point que Laurie et Thibaut s'entendent super bien et commencent même à développer un petit crush l'un pour l'autre. À tel point que Thibaut va commencer à appeler Laurie d'un certain surnom et ce sera Laurie ma chérie. Un soir, Laurie demande à Thibaut s'ils peuvent s'appeler et elle le demande même plusieurs fois puisque Thibaut à chaque fois trouve de très bonnes excuses pour ne pas répondre. Truc un petit peu bizarre, il se parle toute la journée mais il veut pas lui parler en direct au téléphone. Laurie trouve ça un petit peu bizarre, elle est un petit peu dégoûtée mais bon, elle y prête pas attention et continue de parler avec Thibaut tous les jours. Et Thibaut au fur et à mesure du temps commence à être de plus en plus direct, c'est-à-dire qu'il va commencer à parler à Laurie en lui demandant des photos dénudées. Sur le moment, Laurie ne comprend pas et bloque immédiatement Thibaut. C'est-à-dire qu'elle bloque son compte sur Instagram afin qu'il ne puisse plus lui parler parce qu'elle se dit il est vraiment bizarre. Et elle est extrêmement dégoûtée d'ailleurs. Mais durant les jours qui suivent, Thibaut va harceler Laurie à l'aide d'autres comptes qu'à Thibaut. C'est-à-dire que Thibaut apparemment il aurait d'autres comptes Instagram, hein, on le précise, avec lesquels il enverrait un nouveau message chaque jour, voire chaque heure à Laurie dès qu'elle bloque le compte précédent. Mais Laurie elle trouve un truc vraiment bizarre et vraiment chelou, c'est que tous ces nouveaux comptes sont des comptes actifs. C'est-à-dire que sur ces comptes il y a des photos qui sont publiées depuis plusieurs mois, comme si c'était les comptes de certaines personnes. Donc là Laurie elle comprend pas, mais tout ce qu'elle veut c'est bloquer ce mec. Donc elle le bloque encore et encore. Jusqu'au moment où Laurie n'a plus de nouvelles de Thibaut. Donc sur le moment elle est assez contente, elle y prête pas attention, elle est en mode ok c'est bon je suis débarrassé. Mais non. Quelques jours plus tard elle reçoit un nouveau message du dernier compte avec lequel Thibaut lui a parlé et avec lequel elle l'a tout simplement harcelé. Mais à ce moment là Laurie elle ne l'avait pas bloqué. Et ce message que renvoie ce compte est tout simplement un simple lien internet. Donc là Laurie sur le moment elle comprend pas trop, mais elle est ultra curieuse et elle décide de cliquer sur ce lien. Laurie clique sur le lien et là apparaît devant son téléphone une page blanche. C'est-à-dire qu'elle se trouve devant une page blanche, donc elle décide tout simplement de fermer la page et elle se dit peut-être même que c'est une erreur, elle comprend pas, elle s'en fout. À ce moment-là de la journée, c'est la fin de matinée, donc Laurie mange le midi. L'après-midi, elle avait quelques cours en visio, donc elle suit ses cours, puis elle finit par aller se coucher le soir en disant bonne nuit à ses parents et tout va bien. Laurie va se coucher dans sa chambre qui se trouve au rez-de-chaussée, tandis que ses parents, eux, montent au premier étage puisque c'est là que se trouve leur chambre. Avant de s'endormir, Laurie précise qu'elle ne comprend pas trop ce que fait son chien puisqu'il est en train tout simplement de gratter, de couiner et de faire des va-et-vient devant la fenêtre du salon. Comme si elle avait quelque chose, quelqu'un, mais Laurie elle comprend pas, elle regarde par la fenêtre, il y a personne. Donc elle se dit qu'il a dû voir un animal et Laurie va se coucher. Laurie s'endort avant de se faire réveiller en sursaut par un bruit de couinement de son chien, comme si son chien avait hurlé. Puis après ça, silence total. Laurie commence vraiment à flipper, elle se lève immédiatement et allume le salon afin de voir ce qu'il s'y passe. Et ce qu'elle voit dans son salon est horrible. Elle voit tout simplement son chien allongé sur le sol, inerte, comme s'il ne respirait plus. Mais qui a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Laurie commence à comprendre et elle commence à hurler. Mais au moment où Laurie commence à hurler, un gant en cuir vient se loger juste devant sa bouche afin tout simplement de la faire taire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se trouve derrière Laurie, qui a fait du mal à son chien et qui cherche à la faire taire afin de ne pas réveiller ses parents. Au même moment, la personne se trouvant derrière Laurie s'approche de son oreille et vient lui chuchoter. Tout va bien, Laurie, ma chérie. Oh mon dieu. Laurie comprend donc que c'est Thibaut qui se trouve derrière elle, mais elle est totalement terrorisée puisque rien qu'à la voix et à la silhouette de la personne qui se trouve derrière elle, elle explique que c'est un homme d'une cinquantaine d'années minimum. Wow.
Thibaut ne serait donc pas un adolescent de 16 ans, mais un homme de 50 ans. L'homme tente de prendre Laurie avec lui et de la faire sortir de la maison pour la kidnapper tout simplement, mais Laurie tente de se débattre avec ses pieds et réussit à mettre un coup de pied dans une des commodes du salon et fait tomber un vase qui se casse sur le carrelage. Et ça réveille évidemment les parents de Laurie qui descendent immédiatement voir ce qu'il se passe. Et là, à ce moment-là, la personne présente derrière Laurie qui voulait la kidnapper lâche immédiatement Laurie et court vers la fenêtre du salon et s'enfuit. Fenêtre qui était ouverte, mais on ne sait pas comment puisque Laurie est persuadée que ses parents ferment les fenêtres tous les soirs. Donc déjà, truc vraiment bizarre. Laurie est traumatisée à ce moment-là, elle est en pleurs, il vient de lui arriver quelque chose d'horrible. Elle essaye de le raconter à ses parents mais elle n'y arrive pas. Son père appelle immédiatement la police arrive sur les lieux et après exactement 3 minutes de recherche, il trouve l'homme en question qui était tout simplement caché derrière la maison de Laurie, à tel point que ce malade mental, ce psychopathe, était tellement fou par rapport à Laurie qu'il allait juste attendre que la police s'en aille et revenir kidnapper Laurie. Et cette personne qui se faisait passer pour Thibaut était en réalité un homme âgé de 52 ans recherché par la police pour viol et séquestration sur mineurs. Mais putain de merde, c'est quoi ce délire genre ? Et le plan de ce malade mental était tout simplement de créer des faux comptes d'adolescents sur Instagram, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il en avait autant et qu'il pouvait parler à Laurie même si elle le bloquait puisqu'il avait plein de comptes. Donc c'était tout simplement de créer des faux comptes, de sympathiser avec des filles et d'obtenir soit des photos dénudées ou tout simplement leur adresse afin d'aller les kidnapper, les violer ou même pire. Et vous l'aurez compris, le lien sur lequel a cliqué Laurie était tout simplement un lien tracker sur lequel lorsque quelqu'un clique, son adresse s'affiche immédiatement, et c'est comme ça que ce malade mental a trouvé l'adresse de Laurie et s'est immédiatement rendu dans sa maison. Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire genre? Que serait-il arrivé à Laurie si elle avait pas réussi à taper la commode pour faire tomber le vase? Est-ce qu'elle se serait fait kidnapper? Est-ce qu'elle serait morte? Qu'est-ce qu'il... Je veux pas... C'est horrible. Et tout ça est arrivé au dernier confinement et c'est ça le pire. Et on passe tout de suite à la deuxième histoire. Vous l'aurez compris, ces histoires sont beaucoup trop horribles, mais surtout réelles et c'est ça le pire. Et croyez-moi, j'ai mis 3 semaines à préparer cette vidéo, c'était beaucoup trop long, j'en ai pas dormi la nuit, et le seul truc que je te demande en retour c'est de t'abonner à la chaîne. C'est juste le seul et le meilleur moyen de me remercier, c'est de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. En plus tu seras prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Je travaille comme un malade mental pour vous préparer les meilleures vidéos à tel point que j'ai arrêté la fac. Et le seul truc que je vous demande en retour s'il vous plaît, c'est gratuit, juste abonnez-vous à la chaîne pour qu'on continue de kiffer ensemble s'il vous plaît. Enzo a 17 ans lors du dernier confinement, il vit avec ses 2 parents et sa grande sœur. Enzo et sa famille vivent en appartement mais ils ont également une maison de campagne. Les parents d'Enzo décident donc immédiatement d'aller se confiner dans la maison de campagne puisque ce sera bien plus sympa que de rester en pleine ville dans un appartement beaucoup plus petit. La maison de campagne est bien mieux. C'est donc parti pour le début du confinement, le grand départ vers cette maison de campagne qui se situe aux abords d'une grande forêt. Enzo lui s'en fout d'où il va être confiné puisqu'il va seulement avoir quelques cours en visio, mais le seul truc qui l'intéresse c'est est-ce qu'il va y avoir de la connexion, oui ou non. Et dans cette maison de campagne, oui il y a de la connexion, tout simplement pour pouvoir continuer à jouer à la play avec ses potes. Et le premier jour dans la maison, tout se passe bien, Enzo passe une bonne soirée avec sa famille, puis il va jouer avec ses potes jusqu'à 2h du matin. Et lorsqu'il arrête, il enlève son casque, il éteint sa play et va dans son lit. Lorsqu'il entend des bruits de craquement, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait entre sa fenêtre et la forêt. Puisqu'on le rappelle, la fenêtre d'Enzo se trouve à quelques mètres de l'entrée de la forêt. Enzo sur le moment il trouve ça un petit peu chelou, donc il regarde par la fenêtre mais il ne voit strictement rien. Donc il se dit que c'est peut-être un lapin, un animal, c'est normal, c'est la forêt, donc il décide tout simplement d'aller se coucher. Enzo s'endort paisiblement et se réveille le lendemain matin et rien d'anormal à déclarer. Le lendemain matin, Enzo a quelques cours en visio qu'il finit assez rapidement, puis après il a toute l'après-midi de libre devant lui, tout comme sa grande sœur. Donc Enzo et sa sœur décident tout simplement d'aller se balader dans la forêt, histoire de prendre l'air. Enzo et sa sœur se baladent, tout se passe bien, ils s'enfoncent plus ou moins dans la forêt jusqu'à arriver à un endroit beaucoup trop creepy, où se trouvent au beau milieu de la forêt des sortes de clôtures, ainsi qu'une espèce de cabane en bois, et au milieu de tout ça se trouve une immense pierre avec des sortes de squelettes posés dessus. Et tout autour de cette pierre se trouvent également des bougies. C'est vraiment bizarre et réellement creepy. Enzo et sa sœur, ils commencent vraiment à flipper là, ils se disent c'est quoi ce putain de bordel, pourquoi il y a ça au milieu d'une forêt? Ils décident donc immédiatement de faire demi-tour et de prévenir leurs parents de la situation. Les parents n'y prêtent pas plus que ça attention, la journée se passe, on arrive aux alentours de 23h, Enzo commence à jouer avec ses potes à la play, puis il arrête de jouer cette fois aux alentours de 3h du matin. Enzo enlève son casque, va se coucher, mais là il réentend exactement les mêmes bruits de craquement provenant de cette putain
putain de forêt. Enzo regarde par sa fenêtre et voit deux personnes immobiles le fixant. À ce moment-là, Enzo est pétrifié, puisque ces deux personnes sont habillées vraiment bizarrement, elles portent des sortes de soutanes. Les deux personnes continuent de fixer Enzo. Enzo commence vraiment à paniquer et va même se rappeler de ce qu'il a vu quelques heures plus tôt dans la forêt. Enzo va donc immédiatement réveiller ses parents pour les prévenir de ce qu'il se passe et leur dire de venir voir. Et lorsque ses parents viennent voir, il n'y a strictement plus personne. L'entrée de la forêt est totalement vide, il n'y a rien, il fait juste noir. Là, Enzo, il commence à vriller, il se dit que c'est pas possible. Ses parents, évidemment, ils ne le croient pas. Ils lui disent même qu'il a dû passer trop de temps devant les jeux vidéo et là, ça lui monte à la tête. Donc voilà, phrase typique de daron. Mais Enzo est pas du tout rassuré, il est encore en panique de ce qu'il a vu. Et c'est strictement impossible pour lui de dormir cette nuit. Il va donc faire des recherches internet sur ce qu'il a vu et Enzo se rend très vite compte que tous ces signes, donc on parle là de la sorte de repère présent dans la forêt, le truc vraiment creepy. On parle également des squelettes présents sur cette pierre avec les bougies à côté, mais également de l'accoutrement des deux personnes qui fixaient Enzo. Et Enzo en vient très vite à une conclusion beaucoup trop horrible, que lui et sa famille ont tout simplement affaire à une secte sataniste. Le matin arrive, Enzo va immédiatement prévenir ses parents de ce qu'il se passe. Ses parents, encore une fois, lui disent qu'il hallucine, qu'il n'y a rien de concret. Et au même moment où son père parle, il ouvre la porte. Son père ouvre la porte d'entrée et il voit sur le paillasson un crâne d'animal. Putain de merde. Une fois cette porte ouverte, Enzo regarde la porte et voit une sorte de croix énorme sur la porte. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait griffé la porte pour faire cette croix ou l'avait fait au couteau. Là, évidemment, les parents d'Enzo le croient immédiatement et toute la famille comprend très vite qu'il y a une secte sataniste qui se réunit toutes les nuits dans les bois à quelques mètres de leur maison. En comprenant ce danger, les parents d'Enzo décident immédiatement de retourner dans leur appartement en ville et de quitter la maison au plus vite, puisqu'ils comprennent que la secte sataniste cherche probablement à les avertir de partir avec ces signes de crâne d'animal, de croix bizarres. C'est horrible. Cette maison de campagne est restée inhabitée pendant plusieurs mois. C'était la seule aux alentours de cette forêt et cette secte sataniste était donc inconnue jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que la famille d'Enzo était très fortement en danger. Vous l'aurez également compris, les bruits qu'a entendu Enzo la première nuit, c'était probablement ces personnes qui rôdaient autour de la maison d'Enzo. Mais pour leur faire quoi? Ah, c'est horrible! C'est horrible, ça me tente, je vous jure, j'ai trop peur. Qu'est-ce qu'il voulait faire à Enzo et sa famille? Putain de merde! La famille d'Enzo a donc quitté les lieux le jour même et depuis ils ne sont toujours pas retournés dans cette maison puisqu'ils ont beaucoup trop peur. Qu'est-ce qui serait arrivé à Enzo et à sa famille s'ils étaient restés là-bas une nuit de plus? C'est totalement horrible! Et tout ça, il y a quelques mois. What the fuck en fait? Enzo demande qu'on ne dise pas la région où se trouve cette maison de campagne et donc où se trouve cette secte sataniste puisqu'il a peur que ça lui retombe dessus et c'est compréhensible. On va tout de suite passer à la troisième vraie histoire d'horreur qui s'est passée pendant le dernier confinement. Évidemment, avant ça, je vais vous donner la réponse tant attendue du dernier épisode des 3 histoires d'horreur vraies à l'école. Si vous n'avez pas vu la vidéo avant que je dise la réponse, allez la voir, elle s'affiche juste ici. Et puis revenez sur celle-là après. Concernant Ryan, je vous avais promis des réponses et quand je vous promets des réponses, je vous les donne. Voilà ce qu'il s'est passé avec Ryan et ce psychopathe récidiviste. En réalité, ce psychopathe connaissait le nom de Ryan puisqu'il avait vu son carnet quelques minutes auparavant dans le vestiaire. Mais ça, c'est rien. Écoutez la suite. Comme je vous l'avais dit, ce psychopathe récidiviste s'est enfui 2 jours plus tard afin de se rendre chez Ryan. Mais pourquoi? En réalité, ce psychopathe, ce malade mental, s'est tout simplement rendu chez Ryan 2 nuits plus tard, en pleine nuit, pour se venger. Puisque ce malade mental était persuadé que c'était Ryan qui l'avait tout simplement balancé. Que lorsque Ryan était allé chercher son carnet, il avait vu ce psychopathe et il avait tout de suite appelé la police. Alors que Ryan, rien du tout, il s'est juste chié dessus et il est parti. Mais ce psychopathe n'en a rien à faire, il a réussi à s'introduire en pleine nuit dans la chambre de Ryan. Ryan, dès qu'il l'a vu, il a commencé à hurler et là, le psychopathe a pris peur et s'est tout de suite enfui en laissant son sac tomber. Les parents de Ryan ont alors immédiatement appelé la police. La police s'est rendue sur les lieux et a ouvert ce fameux sac où se trouvaient 3 couteaux. 3 couteaux différents afin de faire des choses beaucoup trop horribles probablement à Ryan qui a échappé de très peu à la mort, voire encore pire. Ah, c'est horrible! Et devinez quoi, ce psychopathe est toujours en cavale et il est toujours recherché. Ryan a évidemment déménagé et tout est plus ou moins rentré dans l'ordre, si ce n'est que ce psychopathe malade mental est toujours en putain de liberté. Voilà, je vous avais promis des réponses, les voilà mon gang. Et on commence tout de suite la 3e et pire histoire d'horreur. Julia a 14 ans et est en 3e. Cette histoire commence très brutalement puisqu'elle commence sur la disparition de sa grande sœur Emma qui a elle 16 ans.
En effet, sa grande sœur est portée disparue depuis 24 heures. Ça fait donc 24 heures qu'Emma n'est pas rentrée à la maison après avoir dit qu'elle allait voir un ami pour réviser. Les parents de Julia et d'Emma sont ultra inquiets, ils en peuvent plus. Le matin, dès que ça fait 24 heures, ils se dirigent immédiatement vers le poste de police le plus proche afin de déclarer la disparition de leur fille et d'entamer des putains de recherches afin de la retrouver. Vous l'aurez compris, à ce moment-là, c'est la panique totale dans la famille de Julia. Et c'est horrible. Julia se retrouve donc seule chez elle puisque ses deux parents sont actuellement au poste de police. Julia n'est vraiment pas bien puisque sa sœur est introuvable. Elles étaient super proches et très fusionnelles à tel point qu'elles sortaient ensemble en ville, elles avaient des amis en commun, elles parlaient de tout ensemble, elles avaient zéro tabou, donc elles avaient vraiment une relation où elles se disaient tout. À tel point que quelques jours avant ce drame, Emma a donné son bracelet en perles porte-bonheur à sa petite sœur Julia. Et Julia adore ce bracelet d'ailleurs. En repensant à tout ça, Julia elle se dit qu'elle va essayer de rappeler le téléphone de sa sœur une dernière fois puisqu'elle a essayé toute la nuit, mais à chaque fois c'était sur messagerie comme s'il n'y avait plus de batterie et elle va peut-être réessayer ce matin en se disant que peut-être que ça va répondre, c'est tout simplement le dernier espoir. Julia appelle le téléphone et là, ça sonne. Le téléphone de sa grande sœur est en train de sonner. Quand soudain, le téléphone est décroché puis raccroché immédiatement. Donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui a pris le téléphone de sa grande sœur Emma, qui l'a mis à charger cette nuit, d'accord, et qui a répondu à l'appel de Julia pour voir qui c'était. Mais lorsque Julia a commencé à parler, il l'a raccroché immédiatement. On rappelle encore une fois qu'Emma, sa grande sœur, n'aurait jamais fait ça. Alors qui putain de merde est derrière tout ça? On va très vite le savoir. Julia à ce moment-là est en panique et commence à fixer son bracelet en pensant à sa sœur et en se demandant ce qu'elle pourrait faire. Mais les pensées de Julia vont être soudainement coupées lorsqu'elle entend des bruits de pas provenant du rez-de-chaussée, puisqu'on rappelle que Julia se trouve à l'étage dans sa chambre. Julia se dit que ce sont sûrement ses parents qui viennent de rentrer. Elle regarde donc par la fenêtre pour voir s'il y a bel et bien la voiture de ses parents garée devant la maison. Et là, au lieu que ce soit la voiture de ses parents qui est garée devant la maison, Julia aperçoit un énorme van noir tout abîmé. Elle commence vraiment à flipper et ne comprend pas ce qui se passe et qui est en bas. Julia décide de descendre voir ce qu'il se passe et elle voit tout de suite que la porte est entrouverte, mais pas entrouverte avec les clés, bel et bien entrouverte comme si la porte avait été forcée. Julia est terrorisée lorsqu'elle entend un bruit provenant de derrière elle. Elle se retourne et devant elle, avec un couteau à la main, se trouve une personne, la regardant avec un immense sourire et lui disant « Alors, prête à rejoindre Emma ?» Les parents de Julia finissent par rentrer chez eux et trouvent la serrure et la porte totalement défoncées et entrouverte, avec sur le sol devant la porte le bracelet de Julia en 1000 morceaux. C'est-à-dire que son bracelet de perles s'est totalement déchiré et tout est au sol. Comme si elle s'était débattue et que son bracelet avait cassé. Mais qu'est-il arrivé à Julia et Emma qui étaient dans ce van? Que veulent-ils à deux adolescentes? Pourquoi les kidnapper? Pour leur faire quoi? On a toutes ces réponses. Et tout sera expliqué dans le prochain épisode des 3 vraies histoires d'horreur. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche puisque l'épisode sort dans quelques jours et j'expliquerai tout ce qu'il se passe, qui sont ces personnes et ce qu'ils veulent et qu'est-il arrivé à Julia et Emma et c'est beaucoup trop horrible et je vous garantis, je vous le promets que vous aurez ces réponses dans l'épisode 3. Tout comme là j'ai donné les réponses de l'épisode précédent dans cet épisode, vous aurez vos réponses dans quelques jours, mais pour ça il faut être abonné à la chaîne. Donc sois sûr d'être abonné et d'avoir activé la cloche. On se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode et je vous donnerai toutes ces réponses. Je compte vraiment sur vous mon gang, je mets tout mon travail dans mes vidéos YouTube, c'est vraiment toute ma vie YouTube alors qu'il est, comme je vous l'ai dit, j'ai quitté la fac et tout juste pour YouTube et le seul truc que je vous demande en échange c'est juste de vous abonner à la chaîne pour qu'on continue ensemble de se faire peur. C'était Matador mon gang, c'était un immense plaisir, je vous kiffe, merci pour tout, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode avec des réponses beaucoup trop horribles. Ciao!